Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la GGSP. Désolé, je suis en retard. J'ai eu la mauvaise idée de lancer un breton sur le fait que le Mont-Saint-Michel soit normand. C'est fou que ce soit un sujet si sensible. Depuis quand on se bat pour ce genre de truc ? En France, j'ai l'impression qu'on aime trop mettre notre patrimoine en avant. Encore plus que dans n'importe quel pays. Mais du coup, la question d'aujourd'hui, elle est claire. Comment le patrimoine est-il devenu une passion française ? Et ça tombe bien, parce que j'ai 2-3 trucs à te dire sur le sujet. Partie 1. La naissance de la notion de patrimoine. Bon, commençons par le commencement. La notion de patrimoine, elle a été créée à l'Antiquité pour désigner les biens transmis entre les membres d'une famille. C'est le patrimonium. En gros, avant, ton patrimoine, c'était ton petit esclave, quelques vases et les dents pourries de papy. Au Moyen-Âge, le patrimoine s'est élargi pour englober les objets et lieux de culte, mais aussi les œuvres d'art qui étaient conservées pour être transmises aux générations futures. Par exemple, Notre-Dame de Paris était considérée comme un objet d'art gothique, un symbole de la fonction religieuse de la capitale. Plus tard, à la Renaissance, donc entre le XIVe et le XVIe siècle, des aristocrates ont commencé à créer des collections privées d'objets antiques. Ils mettaient tout ça dans des cabinets de curiosités. Et non, cabinet de curiosité, c'est pas l'autre nom des toilettes dégueu de ton lycée. On les appelait comme ça parce qu'il s'agissait surtout de collections d'objets originaux, plutôt que d'objets d'art normaux. Dedans, on pouvait trouver de jolis insectes, des petites peintures ou carrément des crânes humains. Il n'y a pas de vraie direction artistique en fait. Genre tu peux ramasser un galet sur la plage et ça peut compter. Au XVIIIe siècle, l'esprit des Lumières va changer les méthodes de classement des objets pour qu'on les étudie scientifiquement sous un nouveau jour. Jour. Au moment de l'esprit des Lumières. Je sais pas si... Ok, d'accord. Donc la notion moderne de patrimoine, elle naît à la Révolution française. Vu que des maisons d'aristocrates et des objets religieux sont détruits dès l'été 1789, on commence à se dire qu'on abuse un peu et qu'il faudrait aider à conserver tout ça. L'abbé Grégoire est un peu ronchon à cause du vandalisme, donc il réclame la protection de ces objets. Et à ce moment-là, naît une conscience patrimoniale citoyenne. Les biens appartenant à l'Église et aux nobles sont listés dès 1790 et deviennent des biens nationaux après une décision de l'Assemblée. Et on liste tout, les œuvres, les châteaux et les demeures aristocratiques. Les objets d'art du château de Versailles, comme les peintures et les sculptures, sont même déplacés au musée du Louvre, inauguré en 1793. À partir de la Révolution, la notion de patrimoine change donc pas mal, car elle a désormais pour objectif de protéger les biens collectifs. Et cette responsabilité, elle revient à l'État, qui depuis cette période doit préserver le patrimoine historique et artistique qu'on considère comme un patrimoine national. Et à partir de là, pas mal de choses ont commencé à bouger. Partie 2. L'essor du patrimoine de 1880 à 1970. Alors là, attention, il va y avoir plein de dates parce qu'on a commencé à bien avancer sur la question. Pendant la monarchie de juillet de 1830, François Guizot, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a créé la politique publique du patrimoine. Il a donc commencé par fonder l'Inspection générale des monuments historiques et 10 ans plus tard, est née une liste de 880 monuments protégés. Les règles de conservation du patrimoine, elles, ont été écrites dans la loi pendant la Troisième République. Elles concernent surtout les bâtiments publics, mais aussi 45 000 lieux de culte. Ouais, d'un coup ça rigole plus du tout avec le patrimoine qui s'étend ensuite aux sites naturels et à certains biens privés. En 1943, une nouvelle loi a exigé un périmètre de protection de 500 mètres autour des monuments classés pour éviter qu'on y construise des bâtiments qui pourraient moins les mettre en valeur. Genre un Burger King à côté du château de Versailles où il y aura un menu King Soleil, ça ferait un peu tâche. En 1959, on a créé le ministère de la Culture et c'est l'écrivain André Malraux qui a été nommé à sa tête. À ce moment-là, la question de la sauvegarde du patrimoine est revenue sur la table parce qu'on était juste après un petit événement, je sais pas si tu connais, ça s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Ça te dit rien ? Et disons que le patrimoine, il a pas mal été mis en danger. Pendant une guerre, les soldats ne se disent pas trop qu'ils vont éviter de tirer sur leurs ennemis parce qu'ils se sont réfugiés derrière une jolie fresque. Du coup, pendant les 10 années qui suivent la création du ministère, beaucoup de bâtiments abîmés pendant la guerre sont restaurés. Dans la continuité, en 1962, des secteurs sauvegardés ont été créés pour protéger les quartiers historiques. La même année, les objets du château de Versailles qui avaient été déplacés dans des musées sont ramenés à leur place.
Donc de 1793 à 1962, ça va, c'est pas trop long les vacances. Ensuite, en 1964, l'inventaire général est créé. C'est une liste pour faire connaître des bâtiments qui ont un intérêt historique ou artistique. À la même époque, les créations architecturales du Corbusier sont inscrites sur l'inventaire et c'est la première fois que des constructions contemporaines sont classées comme patrimoine alors que l'architecte est encore vivant. Le patrimoine arrête alors de rimer avec passé. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, ça rime pas du tout. Donc, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, l'État gère le patrimoine de manière assez traditionnelle. Mais maintenant, on va voir à quel point les choses ont changé à partir de la fin des années 70. Partie 3. L'âge d'or du patrimoine, de 1970 à nos jours. L'âge d'or ? Eh ben, qu'est-ce que vous attendez pour le réveiller ? Avec la fin des 30 Glorieuses et le ralentissement économique, il y a pas mal de changements dans les habitudes de vie des gens. Du coup, le patrimoine a un nouveau rôle, devenir un témoignage du passé et des modes de vie ruraux et ouvriers. On appelle ça le petit patrimoine. La fin du monde rural comme il existait avant et la généralisation de l'urbanisation entraînent certaines personnes à idéaliser ce mode de vie qui disparaît. Ça amène donc à intégrer au patrimoine des objets du passé, comme les lavoirs, certains bâtiments agricoles et même des sites miniers. Donc comme tu peux le voir, il y a eu comme un changement dans ce qu'on appelle le patrimoine entre le moment où on a classé Notre-Dame et maintenant. À partir de 1983, on décentralise la gestion de ce patrimoine et elle devient un moteur de développement local. L'État crée en 1984 les journées portes ouvertes des monuments historiques, ce qu'on appelle les journées du patrimoine. Plus tard, dans les années 90, on étend la notion de patrimoine à des choses immatérielles. Alors, je vais être clair, les NFT de singes ne rentrent pas du tout dans l'appellation. Ça inclut plutôt des savoir-faire, des coutumes et des traditions populaires, y compris des langues. Et dans la liste, on peut même trouver la pétanque, par exemple. Et si tu veux découvrir d'autres trucs marrants du même genre, tu peux trouver tout l'inventaire sur Wikipédia. Aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent l'extension du patrimoine. Pour eux, toute cette mode a eu un effet de muséification. En gros, c'est le fait de mettre en valeur un lieu ou un bien patrimonial juste pour créer une attraction touristique. Après attraction, on parle juste d'un lieu d'intérêt. Ils vont pas faire des montagnes russes dans les lavoirs du Cantal. Même si en vrai, peut-être qu'on tient un concept. Et forcément, ça implique des dépenses supplémentaires pour les collectivités et une hausse de la valeur des biens du patrimoine. Mais paradoxalement, de moins en moins de moyens financiers permettent de protéger le patrimoine. Par exemple, le ministère de la Culture n'injecte que 3% de son budget dedans. Du coup, le financement est de plus en plus géré localement par les collectivités et par des mécènes privés. Comme en 2018, après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et ouais, on en revient toujours à elle. C'est un peu la Beyoncé des monuments français. Conclusion, pour répondre à la question, le patrimoine est devenu une passion française dès sa véritable naissance au moment de la Révolution. Puis, il n'a fait que s'épanouir tout au long des années, jusqu'à englober carrément un patrimoine plus quotidien, voire même immatériel. Le fait que l'État finance autant la préservation et la promotion du patrimoine, ça renforce aussi notre attachement. En plus, pour beaucoup de Français, notre patrimoine participe au rayonnement du pays à l'international. Donc au-delà d'une passion, c'est aussi une image de la France qu'on entretient. Et maintenant, go pour le petit résumé. Dans la première partie, je t'ai parlé de la notion de patrimoine et de sa naissance dans l'Antiquité pour désigner les biens transmis au sein d'une famille. Puis, l'État a pris sa part de responsabilité après la Révolution française, par peur de vandalisme excessif. Ensuite, dans la deuxième partie, on a vu comment, après la Seconde Guerre mondiale, un ministère entier avait été créé pour prendre en charge la sauvegarde du patrimoine. Un inventaire liste alors les objets patrimoniaux, y compris certains bâtiments contemporains. Enfin, dans la troisième partie, on a vu que la notion de patrimoine s'étend maintenant à plein de choses, même immatérielles, qui sont les marques d'un mode de vie passé dont on veut conserver la mémoire. En tout cas, moi, cette tendance à tout mettre dans les musées, ça me plaît. Sur un malentendu, les vidéos YouTube rentrent dans le patrimoine et la tronche de Cyprien se retrouve au Louvre, à côté de la Joconde. D'ici là, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Et nous, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao! Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.